Je vais vous résumer ce livre, la meilleure façon de manger. On va voir si c'est vraiment la meilleure, mais en tout cas, on va pouvoir retenir quand même beaucoup de choses intéressantes. On va voir la table des matières. On va démarrer en parlant du test qui a été construit pour ce livre. Donc MFM signifie la meilleure façon de manger. Puis après, dans la première partie, on va parler des grands équilibres métaboliques. Pour passer en deuxième partie aux recommandations. En troisième partie, on verra la meilleure façon de choisir ses produits et de planifier ses repas. Et en quatrième partie, comment composer des repas qui répondent aux grands piliers métaboliques. C'est une édition de 2015 de 326 pages. En introduction, on nous dit que ce livre s'adresse aussi bien aux professionnels de la santé qu'aux citoyens qui ne se reconnaissent pas dans les messages de l'industrie agroalimentaire ou encore dans les recommandations nutritionnelles officielles. Ces dernières étant souvent considérées comme désuètes et inefficaces. Alors l'un des objectifs de ce livre est de vulgariser les données scientifiques et de les traduire en recommandations concrètes pour toute la famille. Il faut savoir que plus de 10 000 nouvelles études sur l'alimentation et la santé sont publiées chaque mois, et que donc la mise à jour des recommandations officielles ne suit pas le rythme. On va parler maintenant du test MFM. Ça va permettre de savoir comment on se nourrit, savoir où on en est. Il est composé de 25 questions dont on peut voir ici les 3 premières, sachant que vous pouvez faire ce test en ligne sur cette adresse, la meilleure façon de manger.fr. Et en fonction des résultats, vous saurez si vous connaissez les bonnes pratiques, mais si vous pouvez encore améliorer leur mise en œuvre, ou encore si des changements importants sont nécessaires par rapport à notre alimentation. Alors première partie, à la recherche de nos grands équilibres métaboliques. Et là, on va avoir 10 règles fondamentales pour une alimentation saine et équilibrée. Première règle, suivre les excellentes recommandations brésiliennes. En effet, le Brésil a publié en 2014 des conseils alimentaires pertinents basés sur 3 règles d'or. Première règle, faites des aliments frais et des plats fraîchement préparés la base de votre alimentation. La deuxième, assurez-vous que les graisses, les sucres et le sel sont utilisés avec modération dans les préparations culinaires. Et la troisième, limitez la consommation d'aliments prêts à consommer et évitez ceux qui sont ultra transformés. Alors au-delà de ces recommandations brésiliennes, voici la deuxième règle. Consommer plus de la moitié de sa nourriture en poids sous forme végétale, en précisant bien hors pain, pâtes, riz, etc. On nous rappelle que nos ancêtres du Paléolithique consommaient davantage de végétaux que de viande, et qu'un régime alimentaire centré sur les végétaux offre de très nombreux avantages pour la santé. En effet, il protège de la plupart des maladies de civilisation. Troisième règle, choisir des aliments à densité calorique faible. L'idée ici est de se sentir rassasié plus rapidement. On voit ici une illustration de cette densité calorique. On voit bien que pour 300 calories au total, il sera préférable d'avoir ce genre de plat composé de beaucoup de légumes. En effet, son volume important permettra d'avoir une satiété beaucoup plus rapidement. Quatrième règle, choisir des aliments à densité nutritionnelle élevée. Voilà, ça paraît évident, mais quand on mange au-delà du plaisir, on cherche à se nourrir. On aura donc besoin d'aliments riches en nutriments essentiels, que ce soit vitamines, minéraux, antioxydants, sans oublier les fibres. On voit ici un exemple d'aliments à densité nutritionnelle élevée. On voit bien que dans le cas du riz complet, les chiffres de ces micronutriments sont beaucoup plus élevés comparés à ce riz blanc. Effectivement, comme on s'est débarrassé de son enveloppe qui, elle, est riche en micronutriments, on a tout intérêt à prendre des riz complets ou demi-complets pour favoriser la densité nutritionnelle. Cinquième règle, choisir des aliments antioxydants. Ces antioxydants qui protègent l'organisme contre les dommages causés par différentes réactions propres à notre organisme. Et là, il sera conseillé de consommer chaque jour plusieurs aliments riches en antioxydants. Sixième règle, choisir des aliments à index glycémique bas. Pour mémoire, l'index glycémique mesure la vitesse à laquelle un aliment fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Et les aliments à IG bas se digèrent lentement et procurent une sensation de satiété durable. Et il est préférable de parler de charge glycémique
qui est une mesure qui évalue la capacité d'une portion d'un aliment à élever le sucre sanguin. Elle tient compte à la fois de l'index glycémique et de la quantité de glucides qu'il contient. Et une importante charge glycémique pourra avoir un impact sur le surpoids et l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Il sera donc important de privilégier les aliments à charge glycémique modérée ou basse. On voit ici une illustration du taux de glucose dans le sang apporté soit par du pain de mie, un pain plutôt blanc qui va entraîner un grand pic de glucose dans le sang, mais surtout en réaction une hypoglycémie comparée à un pain de seigle, donc un pain plutôt complet, qui va limiter le pic de glucose dans le sang et pour lequel on n'aura pas d'hypoglycémie réactionnelle. Et voici une illustration de la charge glycémique avec l'exemple d'un bol de cornflakes. En fait, son index glycémique est déjà relativement élevé, mais sachant que le taux de glucides est important dans un bol, on va avoir une charge glycémique élevée. Et pour le coup, on pourra provoquer un pic de glycémie rien qu'avec un bol de cornflakes. Et on peut comparer avec une assiette de carottes Vichy, dont le poids est beaucoup plus élevé. L'index glycémique au départ est plus faible, mais surtout la quantité de glucides étant beaucoup plus basse, la charge glycémique sera très basse et ne provoquera pas de pic de glycémie. 7e règle, équilibrer ses graisses alimentaires. On rappelle qu'il y a 3 familles d'acides gras, les saturés, les monoinsaturés, comme les oméga 9, et les polyinsaturés, oméga 6 et oméga 3. Ces derniers sont essentiels à la santé, mais doivent être consommés suivant un certain équilibre. Et ici, on recommande un rapport oméga 6 sur oméga 3, idéalement situé entre 2 et 3. Donc dit autrement, on accepte d'avoir au maximum 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dans notre alimentation, en rappelant que les oméga 6 vont avoir tendance à provoquer de l'inflammation, y compris de l'inflammation de bas grade, celle qu'on ne ressent pas spécialement mais qui peut entraîner entre autres des douleurs articulaires, ou encore provoquer des problèmes d'agrégation plaquettaire, ou de contraction des vaisseaux sanguins. Et en général, c'est pas assez connu et notre alimentation manque d'oméga 3. 8e règle, veiller à l'équilibre acide-base. L'alimentation moderne est riche en aliments acidifiants, ce qui a tendance à perturber cet équilibre dans l'organisme. Donc il va être important de consommer des aliments alcalinisants pour compenser cet effet et maintenir un pH optimal dans notre organisme. Nous avons l'indice PRAL qui permet d'évaluer l'acidité résultante de l'alimentation et on voit ici les aliments plutôt acidifiants comme le gruyère, le thon à l'huile, le poulet rôti, puis les aliments qui vont avoir une tendance basifiante au niveau de l'organisme comme les épinards et certains épices. Règle numéro 9, réduire le sodium et privilégier le potassium. L'excès de sodium peut être associé à de l'hypertension artérielle et aux maladies cardiovasculaires, alors que le potassium a un effet hypotenseur et contribue à un bon équilibre des fluides dans l'organisme, ainsi qu'au maintien de la masse osseuse. Et enfin, 10e règle, et pas des moindres, manger hypotoxique. En effet, l'alimentation moderne contient de nombreux composés toxiques, tels que les AGE. Là, on va parler des réactions de Maillard avec les cuissons à haute température et ce bon petit coup de grillé, mais aussi des bisphénols, voire encore des pesticides. Alors, il sera important de limiter l'exposition à ces substances en privilégiant les aliments frais et peu transformés, ainsi qu'en adoptant des modes de cuisson sains et en limitant la consommation de produits industriels. En n'oubliant pas l'impact de ces produits sur le diabète, mais surtout le vieillissement accéléré en général. C'est bien beau de dire à quelqu'un qui a des problèmes, c'est normal, tu vieillis, mais on n'est pas forcé d'accélérer le processus. Et par rapport aux réactions de Maillard, on va privilégier les cuissons douces, que ce soit à la vapeur ou en tous les cas inférieures à 100 degrés. Dans le livre, on pourra retrouver des exemples de menus d'une journée, en y insistant par exemple ici sur ce qui va être riche en fibres ou pauvre en fibres. On va bien sûr favoriser ce qui est riche en fibres avec par exemple des flocons d'avoine, ici la présence d'haricots rouges, d'avocats, ou encore de pruneaux et de noix, avec ici des artichauts, etc. On va passer à la deuxième partie, les recommandations MFM, ou dit autrement de la meilleure façon de manger. On va voir quel aliment privilégier, à quelle fréquence et dans quelle quantité. On commence par les macronutriments. Bon, ici on voit des ordres de grandeur. Je suis en général pas fan de ce genre de recommandations puisque ça prend pas en compte chaque individu.
en fonction de son âge, de son activité physique, de son terrain, de son environnement, etc., etc. Je ne m'étendrai donc pas trop sur cette partie-là. Par contre, là, on commence à voir des choses beaucoup plus intéressantes et très importantes, qu'on va parler de micronutriments. Et on dit que ce tableau est calculé pour couvrir les besoins de 97% de la population. On va retrouver d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes, et les recommandations du livre et celles de l'Agence nationale de la santé. Alors si on prend le cas des hommes, on va bien sûr remarquer que les recommandations du livre sont quasi systématiquement plus élevées que les recommandations nationales. On peut souligner quelques points importants comme la vitamine C par exemple, on est presque à 5 fois plus, ou encore la vitamine D, pour lequel on est quasiment tous en déficience. On voit apparaître aussi ici ce genre de chiffre qui va prendre en compte le poids de la personne, ce qui est quand même plus judicieux qu'un chiffre valable pour tout le monde. Le potassium, pour lequel il n'y a pas de recommandation. À noter le calcium, à savoir si c'est les industries du lait qui poussent à ce chiffre, mais les recommandations du livre sont inférieures. Et pour le faire, un petit tour du côté des femmes, où au lieu de se contenter d'un chiffre unique pour toutes les femmes, ici on prend en compte le cycle des femmes, ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez essentiel. En n'oubliant pas, bien sûr, le sélénium. Le livre nous propose une pyramide alimentaire, dont on va voir les différents étages. Mais juste avant, on regarde la pyramide des recommandations officielles nationales, qui reste encore basée sur tout un tas de glucides et de féculents. On se croirait au temps de la disette où il fallait conserver les aliments pendant longtemps. Bref, on peut voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec la pyramide MFM. Alors eux, ils mettent en socle les boissons, on en reparlera un peu plus loin. Mais surtout, tout de suite après, on voit apparaître tous les légumes et les fruits, sachant que les féculents arrivent en deuxième. En troisième niveau, on aura les graisses ajoutées, puis les laitages, puis les poissons et les fruits de la mer, les œufs, les viandes, et enfin en pointe de la pyramide, les aliments occasionnels, que ce soit le pain blanc, les cornflakes, les pommes de terre, les confiseries, les sodas, les charcuteries, etc. Alors voilà, dans le livre, ils ne sont pas idiots non plus. Bien évidemment que l'alimentation apporte une hydratation, et on peut voir ici une équivalence entre les portions de fruits et légumes et la quantité d'un verre d'eau. Et très franchement, encore dans le livre, il conseille entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour, alors que si on mange beaucoup de végétaux, on sera bien en deçà. Personnellement, c'est toujours le même conseil qui est classique en naturopathie ou en hygiénisme. Le meilleur moyen de savoir, c'est la couleur de son urine, qui doit être jaune paille, signe que l'on élimine ce qui doit être éliminé. Et si c'est trop clair, c'est qu'on boit trop d'eau, et c'est pas anodin parce qu'on risque de fatiguer les reins, ce qui peut avoir comme conséquence de nous fatiguer nous-mêmes. Puis après, on va rentrer dans des recommandations pour certains groupes d'aliments clés. Par exemple, pour les légumes frais, on nous indique 4 à 7 portions par jour, mais surtout on précise bien ce qu'est une portion, qui peut aller d'un demi-avocat à 50 grammes de salade verte. Et ils insistent bien sur pourquoi manger des végétaux. Eh bien parce qu'ils apportent de l'eau qui participe à l'hydratation, des vitamines qui sont par définition essentielles à la vie, des minéraux, et en particulier du potassium, qui permet de rééquilibrer le rapport sodium-potassium et l'équilibre acide-base, des fibres qui participent au bon fonctionnement intestinal et limitent les pics de glycémie, et enfin des antioxydants qui protègent les cellules du stress oxydatif. Un petit paragraphe qui me tient à cœur, de la variété avant tout. En effet, l'idéal est de varier au maximum les légumes et les fruits chaque jour, puisque chacun d'entre eux apporte des substances protectrices diverses. Et d'autant plus qu'au cours des siècles, nous avons fortement diminué la richesse et la diversité de nos légumes. Il fallait qu'ils soient moins piquants, qu'ils soient pratiques à cuisiner, etc. On devra donc essayer de diversifier au maximum nos légumes et nos fruits, en faisant se succéder au menu les différentes familles, et en les consommant autant que possible de saison. En n'oubliant pas de manger coloré, il s'agit ici de manger autant de couleurs végétales que possible, et ces couleurs trahissent la présence de constituants importants pour la santé et l'équilibre. Pour enfoncer un peu plus le clou par rapport aux légumes, voici l'extrait d'un tableau qui met en relation les maladies avec en face des études qui montrent l'impact des portions de légumes par jour. Par exemple concernant les accidents vasculaires cérébraux, avec au moins 8 portions de légumes par jour, des études ont montré la réduction de 30% des risques. Au passage, parce que ce n'est pas encore assez connu,
Beaucoup de personnes prennent encore un verre de jus d'orange frais en se disant que c'est très bon pour la santé, que c'est plein de vitamine C. Certes, il y a de la vitamine C, évidemment. Par contre, le jus d'orange étant débarrassé de ses fibres, la charge glycémique est 2 fois plus élevée. Encore un exemple d'illustration, il y en a plein comme ça dans le livre. On peut voir ici de ne pas oublier l'huile de colza qui doit être en quantité suffisante par rapport par exemple aux huiles d'avocat, aux huiles d'olive. Puis on passe à la troisième partie, la meilleure façon de choisir ses produits et de planifier ses repas. Ici on va traduire les principes scientifiques en conseils applicables au quotidien. Alors déjà on nous invite à savoir décrypter une étiquette alimentaire. Dans ce chapitre on pourra apprendre à comprendre les informations présentes sur les emballages et on n'oubliera pas que la liste des ingrédients est classée par ordre pondéral décroissant. Donc en prenant l'exemple de ce petit beurre, on voit farine d'épeautre complet 31%, farine d'épeautre sous-entendu non complet 31%, puis on voit sucre de canne roux sans pourcentage indiqué. Donc ici on peut en conclure que le taux de sucre il est entre 30 et 18%, puisqu'il est encadré après par le beurre qui est à 17%. Donc méfiance, si le sucre apparaît en deuxième et qu'il y avait 50% du premier ingrédient, il peut très bien y avoir 49% de sucre dans le produit. Deuxième point, planifier ses repas et faire sa liste de courses. Alors pour faire sa liste de courses, il est suggéré d'identifier et de surligner les aliments MFM que l'on apprécie. Et ce, avant d'aller faire ses courses. Et on précise aussi que la planification inclut l'idée de recycler les restes des autres repas. Par exemple, faire plus de lentilles pour pouvoir en faire plus tard une salade. Et on retrouvera dans le livre pas mal de petits tableaux, avec par exemple, comme ici, une semaine de menu de printemps, où pour tous les jours de la semaine, on va retrouver des idées de petits déjeuners. Et on va noter qu'au cours de la semaine, on va varier, on va pouvoir changer. Le lundi, on mange des amandes, le mardi, on n'en mange pas. Ça sera une pomme. Ici, on a du pain au levain et aux graines de lin. Et ici, on a un pain semi-complet. Et plus tard, on verra par exemple des œufs. Et ça, c'est juste fondamental. Quatrième partie, composer des repas qui répondent aux grands piliers métaboliques. Donc là, c'est la suite logique des principes exposés précédemment et qui vise à transformer ces règles en une application pratique et quotidienne. On démarrera par le petit déjeuner qui pourra être sain et complet. Et bien sûr, il recommande d'y intégrer une source de protéines, animales ou végétales. Protéines qui vont aider à réduire la sensation de faim et aider à brûler les graisses corporelles même au repos. On va trouver pas mal d'idées de recettes comme celle-ci pour un muesli maison. Et bien sûr, concernant la confiture, elle est déconseillée régulièrement, car elle reste composée d'environ 50% de sucre, ces fameuses calories vides. Après, si on n'a pas faim le matin, on nous dit que le petit déjeuner n'est pas forcément obligatoire, que les études sur son impact sur le poids divergent, et qu'aussi il faut éviter de manger trop tard le soir. Puis on passe au déjeuner. Là, c'est un point important, puisque là, l'objectif sera de bien manger le midi et toujours davantage que le soir. On nous dit que l'assiette doit être composée de légumes, un quart pourra être dédié aux protéines, et le dernier quart pourra être constitué de céréales à index glycémique bas, fruits oléagineux suggérés en dessert, etc. Tout ça est détaillé dans le livre. Bon allez, il vaut mieux le répéter, on va éviter toute forme d'écran en prenant nos repas. Rester concentré sur notre prise alimentaire, sur la couleur de nos aliments. C'est réellement très important, bien plus qu'on peut l'imaginer, puisqu'entre autres les processus de digestion vont aussi être informés de la vision que l'on aura sur la fourchette que l'on est prêt à mettre en bouche. Puis on passe au dîner. Le principe clé, c'est qu'il doit être léger, alors qu'hélas l'habitude la plus fréquente ne va pas dans ce sens. On voit ici un exemple d'assiette du soir où la part des légumes est importante. Et ici on précise bien que c'est pour un adulte ayant une activité physique ou un enfant. Puis on a un chapitre sur la meilleure façon de cuisiner. On va se diriger vers des modes de cuisson qui préservent la qualité des aliments. On rappelle qu'il y a des vitamines solubles dans l'eau comme la vitamine C, que beaucoup de vitamines sont sensibles à la chaleur. Puis on nous parle des enzymes, un sujet assez fondamental très peu abordé. On nous dit que celles qui sont présentes dans les végétaux ont une importance considérable dans la prévention des cancers. Autre parenthèse sur l'ail, il suffit de 60 secondes de micro-ondes pour inactiver complètement l'aïcine qui est un puissant anti-cancer. Voilà, j'en arrive à mes conclusions personnelles. Ce livre est très intéressant et très ludique avec des très belles illustrations. À titre personnel, il m'a apporté des informations nouvelles, ce qui signifie bien qu'on en apprend tous les jours.
Ce genre de livre permet aussi de faire des rappels, histoire d'enfoncer les clous par rapport à des sujets qui ont un peu de mal à rentrer. Et on voit bien surtout, et là j'insiste, les recommandations officielles sont bien loin des réalités physiologiques de la plupart des Français. Bon, il reste un sujet qui pour moi n'est pas très bien traité, c'est ce qui concerne l'eau, où on reste encore à des volumes assez élevés, et où on nous explique que cela apporte des minéraux, sans préciser que s'il s'agit de l'eau en bouteille, eh ben, on peut oublier ces minéraux, qui ont plus de chances d'arriver sous forme de calcul à différents endroits de l'organisme, que de nous servir à quelque chose. On oublie de parler de l'eau vivante, des rivières, de la filtration pour éliminer tous les polluants, etc. Mais à part ça, on souligne quand même tous les efforts faits pour relier les études scientifiques avec des conseils pratiques. Et ce livre peut faire partie des lectures qui vont permettre de mieux s'approprier une alimentation saine. Je vous invite à rejoindre cette chaîne si vous voulez la supporter ou accéder à une version longue de cette vidéo. Voilà pour le résumé de ce livre.